Ouais, c'est quand même pas mal. Première pause, oui dès le début de la vidéo, je suis comme ça, moi je suis un dingue. Première pause pour vous faire une excuse sur quelque chose qui va peut-être vous rendre fou tout au long de la vidéo. Je m'en suis rendu compte qu'au montage, donc forcément c'était un peu compliqué. Ma barbe a débordé de mon masque et elle traîne donc sur le côté. Alors ne vous inquiétez pas, tout va bien, hein, je n'ai pas de problème de pilosité, mais c'est juste que j'ai une barbe assez longue et qu'elle part un peu dans tous les sens. Ah oui, et aussi je porte des tongs avec mes chaussettes, mais ça c'est parce que j'aime bien. Voilà, sinon allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez m'en parler en commentaire, ça me pose pas de problème. Allez, bonne vidéo. Bienvenue, vous regardez Légendaire, le format sur cette chaîne où je vous emmène à la découverte des BD que je juge légendaires. Alors, nouveau décor, dû à un changement et des travaux dans une maison, enfin bref, rien de très intéressant. Voilà, donc dans ce format, on va parler de BD que je pense être plutôt chouette et marquante dans l'histoire de la BD. Et après avoir devisé et discuté, oh la vache, je parle comme un papy, c'est incroyable, de Tintin dans le dernier épisode, eh bien on va changer un peu de continent, hein, parce que au revoir la BD franco-belge et bonjour aux États-Unis et à l'Amérique. Avec cet épisode de Légendaire, on va parler de Watchmen. Watchmen d'Alan Moore, roman graphique qui a été publié chez DC Comics et qui nous raconte dans un univers parallèle, une uchronie, comment les super-héros ont arrêté d'utiliser leurs pouvoirs et se sont rangés des voitures, et en même temps comment le monde ne va pas très bien, c'est-à-dire que la Troisième Guerre mondiale est prête à éclater. Dans le même temps, un sexagénaire traverse la baie vitrée de son appartement et s'éclate 10 étages plus bas sur le sol. Ce sexagénaire, c'est le Comédien, un super-héros à la retraite, et cette mort va amener Rorschach, qui lui n'a pas raccroché son rôle de super, à enquêter pour savoir qui veut la peau des super-héros. Voilà pour le contexte, voilà pour le scénario de ce roman graphique. On reviendra sur tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Mais déjà, il faut bien se mettre en tête que voir Alan Moore faire un roman graphique chez DC Comics, l'une des deux plus grosses écuries du comics, déjà en soi, c'est un paradoxe. Contexte. Avant Watchmen, Alan Moore a travaillé sur des comics. Il a notamment travaillé sur Swamp Thing ou encore sur Captain Britain. Et s'il aime les comics, s'il aime l'objet comics, l'art du comics, par contre, il déteste, je dis bien il déteste les grosses maisons d'édition, et DC en fait partie. Et c'est vous dire à quel point on est dans le paradoxe, parce que alors qu'Alan Moore déteste DC Comics, il est quand même à l'origine d'un des plus gros succès de l'entreprise. Et si je dis entreprise, c'est pas anodin, parce que c'est vraiment comme ça qu'Alan Moore perçoit DC. Il n'y a aucune notion artistique derrière. Pour lui, c'est juste une machine à fric. Par exemple, toi, pour vomir, tu mets de dos dans la bouche, ça sort nickel, tranquille. Et Alan Moore, tu lui files juste un contrat d'édition chez DC, il t'envoie la galette, c'est direct. Hein. Ce rejet, il existe pour une raison toute simple, c'est-à-dire que Alan Moore n'accepte pas la manière dont ces grosses maisons d'édition traitent les auteurs et les dessinateurs. C'est-à-dire qu'en général, les auteurs et les dessinateurs, ils sont pas trop payés, hein. Ils sont plutôt tenus loin de la moula, et les bénéfices, c'est plutôt pour la maison mère, ce qu'ils trouvent tout à fait inacceptable, étant donné que c'est quand même les auteurs, les dessinateurs, les coloristes, les scénaristes qui font la majeure partie du boulot et qui produisent surtout l'objet BD. Et ce rejet, ce sentiment d'énervement en rapport avec les grosses maisons d'édition, figurez-vous que c'est lui qui est à l'origine, en tout cas en partie, de la création de Watchmen. Dans Watchmen, et puis de toute façon dans son œuvre en général, Alan Moore, il a voulu dénoncer l'inconséquence avec laquelle sont utilisés ces super-héros qui sont porteurs de valeurs, qui représentent quelque chose, et puis qui au final ne deviennent juste que des produits marketing et des jouets manipulables. Et Alan Moore, il a beau pas être agriculteur, l'engrais pour faire pousser son scénario, c'est un peu là-dedans qu'il l'a trouvé, et je peux vous dire que du fumier, il en avait tout autour de lui, et il s'en est bien inspiré. Pour son œuvre, Moore va déconstruire la figure du super-héros, et va se poser la question de est-ce que c'est bien finalement d'avoir des types qui ont énormément de pouvoir et qui sont supérieurs. En plus que je rappelle quand même que les gars se baladent avec le slip au-dessus de leur pantalon, ce qui pourrait quand même être un indice au niveau de la fiabilité psychologique. Et Watchmen va se poser toutes ces questions, même celle du slibard, vous verrez. Est-ce que c'est une bonne chose donc d'avoir des gens surpuissants? Est-ce qu'avoir des super pouvoirs, ça nous amène pas, ça n'amènera pas ces super-héros à se sentir supérieurs et à vouloir justement prendre la place des dieux? Moore, il l'a dit dans plein d'interviews, ces personnages, on n'aimerait pas passer la soirée avec. Hein. Ce sont des névrosés qui sont manipulés par le pouvoir en place pour faire passer ce que celui-ci a envie de faire savoir. L'objectif de ce livre, c'est de permettre au lecteur d'assister à la bascule, au moment où ces super-héros
parce qu'ils se sentent supérieurs et parce qu'ils en ont les moyens et parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on doit sauver la population, et ben s'arrogent le droit, le pouvoir de la manipuler. Oui d'accord, mais en fait dans la vraie vie il n'y en a pas des super-héros. Alors pourquoi est-ce que Alan Moore, il en est venu à créer toute cette histoire? C'est pas juste pour se venger de DC Comics. Bah non, c'est un peu plus intéressant que ça. C'est un parallèle direct avec les pouvoirs politiques et leur façon de gérer à l'époque. D'aucuns diraient même encore d'aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, puisque l'on retrouve ça chez l'une des plus grosses maisons d'édition aujourd'hui. Et quand il parle des pouvoirs, Alan Moore, il parle pas forcément que de la politique, mais du marketing, de la façon de communiquer. Et donc il englobe tout à fait les grosses maisons d'édition de comics là-dedans. Quand Moore écrit Watchmen, les États-Unis viennent de connaître le scandale du Watergate, les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, et puis la guerre froide battait son plein. Donc Moore voulait aussi parler, dans toutes ces situations, comment les grandes puissances usent et abusent de la manipulation de l'information. Moore, c'est le pur produit d'une génération qui se rendait compte de la fausseté du modèle qu'on leur avait vendu, et que l'Amérique toute proprette des années 50, avec toutes ses valeurs et cette grande défense du bien mondial, eh bien en fait, elle n'existait pas vraiment, même si elle tentait de garder cette façade. Je fais une petite parenthèse sur le scandale du Watergate, parce qu'on en a souvent entendu parler, vu qu'on a beaucoup consommé, qu'on consomme encore beaucoup la culture américaine, sauf qu'on sait jamais vraiment ce que ça signifie. En fait, le scandale du Watergate, c'est lié au président Nixon, et le président Nixon, pendant son mandat, il a décidé à un moment qu'il allait faire un cambriolage, ou en tout cas commanditer un cambriolage au siège du Parti démocrate. Il a aussi mis en place des écoutes à la Maison Blanche, et en fait c'est la révélation de ces pratiques qui ont entraîné sa démission. Mais en plus de sa démission, ça a surtout révélé au monde que les États, aussi propres, aussi bienveillants qu'ils puissent sembler être, pouvaient quand même avoir à leur tête un type que ça gênait pas du tout de violer la liberté des autres. Vous prenez ce fait historique, vous le rajoutez avec le contexte de l'époque, vous mettez tout ça dans la tête d'un auteur aussi génial qu'Alan Moore, et après faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec une histoire aussi géniale également que Watchmen, et surtout qui a autant marqué l'histoire de la bande dessinée. D'ailleurs, pour info, et c'est ça qui est quand même aussi incroyable, c'est-à-dire que Alan Moore, quand il a commencé à écrire Watchmen, il a annoncé qu'il voulait que ce soit un truc de malade. C'est-à-dire qu'il voulait que Watchmen soit à la BD ce que Moby Dick, le roman d'Herman Melville, pouvait être à la littérature, un truc marquant que personne ne pourra jamais oublier et aussi auquel personne ne pourra passer à côté. Et pour vous permettre de vous rendre compte à quel point faire une comparaison pareille avant d'écrire son histoire, c'était quand même assez dingue, je vais vous donner une autre comparaison qui va bien vous le faire piger, parce que j'aime la pédagogie. Vous imaginez que vous êtes auteur français et vous annoncez que vous allez faire une BD et que cette BD aura pour la France, dans le monde de la bande dessinée, autant d'impact que Les Misérables de Victor Hugo. Voilà ce que ça vaut, ce que ça représente Moby Dick d'Herman Melville pour les Américains en termes de littérature. Donc le gars, il avait quand même des bollocks taille XXL pour le dire dès le début. Bon, puis il avait le talent aussi qu'elle avait avec. On parle d'une œuvre mythique, sur le fond c'est une œuvre mythique, on l'a déjà expliqué, notamment sur sa déconstruction du mythe du super-héros, mais figurez-vous qu'en plus de se payer le luxe d'être scénaristiquement un truc incroyable, il se trouve que graphiquement, Watchmen c'est aussi une révolution. Dans Watchmen, Alan Moore s'est associé au dessinateur Dave Gibbons, et ensemble, ils ont non seulement écrit une super BD, mais ils ont surtout cassé les codes, et ils ont retravaillé l'objet comics, l'objet bande dessinée. J'imagine que tu veux un exemple, bien sûr que tu veux un exemple. Et cet exemple, ce n'est ni un fait historique, ni un type de dessin, c'est un chiffre, le chiffre 9. Pourquoi? Parce qu'en fait, les planches de Watchmen vont être construites autour de ce chiffre 9, en 9 cases. Souvent, d'ailleurs, ces 9 cases vont être de la même taille, et ça, autant vous dire qu'à l'époque, c'est révolutionnaire, c'est même un parti pris assez unique. Et tu te doutes bien que s'ils ont fait ça, c'était pas par hasard. Ce choix de 9 cases, pour Moore et Gibbons, il est venu d'une réflexion qui les a amenés à se dire qu'en fait, diviser leur planche en 9 cases, c'était le meilleur moyen pour avoir le meilleur rapport entre contenu et facilité à lire, et donc permettre au lecteur de rentrer encore plus facilement dans l'histoire. Donc c'est purement technique, mais ça marche super bien. On a parlé de la mise en page, mais le travail des couleurs aussi, il a été très important. Si vous ouvrez Watchmen, vous verrez tout de suite que l'ambiance, elle est très particulière, et que le travail sur les couleurs, il est très différent de ce qu'on trouvait à l'époque dans les comics. Vous voulez un scoop? Là aussi, c'était réfléchi. Ils sont pas cons les gars quand même, hein. Et encore une fois, on va se retrouver avec des trucs novateurs dans tous les sens. Le coloriste s'appelait John Higgins, et il va choisir d'inverser le rapport aux couleurs, c'est-à-dire qu'il va regarder dans les autres comics ce qui est utilisé, et il va choisir
pour coloriser Watchmen de prendre les couleurs les moins utilisées dans les autres comics. Ça c'est la première chose sur les couleurs dans Watchmen, et c'est une chose qui a beaucoup marqué à l'époque parce qu'elle était forcément visible tout de suite, il suffisait d'ouvrir les pages, mais il n'y a pas eu que ça. Pour le travail des couleurs, il y a même eu des choses beaucoup plus subtiles qui ont aussi joué dans le succès et dans la différenciation de cette BD, de ce comics, de ce roman graphique par rapport aux autres BD, comics et romans graphiques de l'époque. Et pour comprendre où se joue cette subtilité, eh bien, il faut juste reprendre les codes couleurs de l'époque. En fait, à l'époque, étaient utilisés pour représenter, pour coloriser les personnages principaux, les gentils, les couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, alors que les autres couleurs étaient utilisées pour les méchants. Et Gibbons et Higgins, ils vont jouer sur ces codes couleurs, ils vont justement les inverser. En utilisant ces codes couleurs, notamment beaucoup de filtres violets, ils vont sous-entendre, sans avoir besoin de le dire, et c'est ça qui est très fort, que leurs personnages principaux, leurs héros qui vont être justement sous ces filtres violets, verts, par exemple, vont être beaucoup plus complexes, vont avoir beaucoup plus de noirceur que ce que l'on peut voir ailleurs. Et il n'y aura pas besoin de le dire, on va le ressentir avec cette ambiance si particulière. Qu'il ait été contaminé par son univers ou que sa vraie nature se soit tout simplement révélée, le héros de Watchmen, ce n'est pas quelqu'un d'entièrement positif, comme on pouvait le voir dans les autres productions. Et grâce à ce jeu avec les couleurs et à cette différenciation par rapport aux productions de l'époque, eh bien, les auteurs vont amener subtilement le lecteur de Watchmen à s'en rendre compte, et ça c'est très fort. Et c'est sûr qu'on comprend mieux qu'avec toutes ces qualités, eh bien Watchmen soit devenu une œuvre incontournable. Mais figurez-vous, eh bien, que cette référence, elle a des références. Oula, je devais pas avoir bu beaucoup de café avant d'écrire cette phrase-là. On les considère à juste titre d'ailleurs comme des génies grâce à Watchmen, mais Moore, Higgins et Gibbons ont bien sûr confessé qu'ils avaient été influencés, ils ont des influences, ils ont même une influence particulière et très importante, et cette influence, c'est important, je pense qu'on la présente, c'est un magazine très célèbre aux États-Unis. Ce magazine, il s'appelle Mad. On se l'est dit un peu avant, Moore c'est un enfant de son époque, ce qui est en gros une phrase méga pompeuse et très très basique pour dire tout simplement que Moore, comme toutes les personnes qui ont lu Mad à l'époque, eh bien a été très influencé par tout ce qui est ressorti de ce magazine. Vous comprenez bien que du coup, il faut que je vous explique un peu ce que c'est. Donc Mad, c'est quoi? Alors tout commence par la maison d'édition EC Comics. Bon, comme ça va être méga chiant si je fais ce ton de compteur tout le long, vous l'imaginez comme ça, puis je reprends ma voix normale. Donc dans EC Comics bosse Harvey Kurtzman, qui est responsable éditorial. Et il y a un autre responsable éditorial dans EC Comics qui s'appelle Hal Feldstein. Kurtzman, qui bosse pas mal, va aller se plaindre auprès du directeur éditorial, William Gaines. Je te rassure, on a dit tous les noms, il n'y en aura pas d'autres. Donc Kurtzman, il va voir William Gaines, puis il lui dit, attends, moi je suis responsable éditorial, Hal Feldstein, il est responsable éditorial, et il gagne plus que moi, c'est pas normal. Sauf que pour William Gaines, c'était tout à fait normal, pour une raison toute simple, Hal Feldstein, il gérait plus de projets que Harvey Kurtzman. Donc Gaines lui dit, écoute, si tu veux, tu t'occupes d'un comics humoristique parce que j'ai pas ça dans le catalogue en plus, et puis j'augmente ta paye. Kurtzman dit ok, et il revient le voir avec son projet qui s'appelle Mad. Mad, c'est une revue dans laquelle il écrit tous les scénarios et où il dessine aussi quelques couvertures, et c'est surtout une revue avec un ton ultra moqueur. Ultra moqueur au maximum parce qu'en fait, elle parodie les titres de sa propre maison d'édition qui est EC Comics. Alors je donne la date quand même parce que c'est bien important pour se repérer dans l'espace, ça c'est en 1952. Au fur et à mesure des publications, le succès de Mad augmente, tant et si bien qu'en 1955, il va se passer une chose très importante, Mad va devenir un magazine. Et ce changement, il n'est pas anodin. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça va devenir un magazine pour pouvoir garder Kurtzman au sein de la maison d'édition. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mad marchant de mieux en mieux, il a reçu beaucoup d'offres d'autres magazines pour venir s'occuper de lui. Et c'était une manière de lui montrer, voilà, tu deviens la même chose qu'eux, tu peux rester chez nous, on veut te garder dans EC Comics, d'autant plus que Harvey Kurtzman, c'était l'âme de Mad. La seconde raison, elle n'est pas en lien avec la maison d'édition directement, elle est en lien avec ce qui se passait à l'époque. À l'époque, les comics étaient soumis à une espèce de charte, en fait, ils devaient suivre un code de bonne conduite par la Comics Code Authority. Oui, j'ai un bon accent anglais, my Taylor is bitch, tout ça, ouais, je gère. Alors quand je parle du Comics Code Authority et que je dis charte, très honnêtement, c'est un euphémisme. On peut clairement parler de censure, pour être certain que les comics de l'époque vont offrir des histoires bien proprettes, qui vont certainement pas remettre en cause quelques situations que ce soit. Et Mad, justement avec son ton irrévérencieux, il était pas du tout dans ce carcan. Et le problème c'est que à l'époque, si
si on ne suivait pas cette charte, en gros, on pouvait plus être édité et être vendu nulle part. Donc, pour éviter ça, eh bien, ils ont transformé Mad en magazine et du coup, il échappait à ce Comics Code Authority. Et au final, Kurtzman, il n'est pas resté très longtemps à Mad, mais le peu de temps où il y a été, ça lui a permis d'avoir un espace de création et de liberté absolument incroyable. Et une de ses créations dans Mad va particulièrement être importante et influencer Watchmen. Cette création, c'est Super Duperman. Super Duperman, c'est une parodie de Superman en mode beauf et pervers, et cette déconstruction du super-héros, qui était une des premières qu'on pouvait voir, eh bien, elle a particulièrement marqué Alan Moore, qui a eu ensuite une seule obsession, c'était de faire son Super Duperman à lui, sauf que lui, il voulait pas en faire quelque chose de drôle, il voulait faire un Super Duperman, mais dramatique. Je reviens à Matt d'ailleurs, parce que ça a permis déjà à Harvey Kurtzman de pouvoir faire ce qu'il voulait en termes de scénario, mais cet espace de liberté, ça lui a aussi permis d'expérimenter plein de choses visuellement. Et on a parlé de tout ce que pouvait apporter Watchmen en termes de mise en page, etc. Et bien, il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs, les auteurs ne s'en sont pas cachés, qu'ils ont piqué dans Mad. Par exemple, le fait d'avoir des personnages qui marchent, qui se déplacent, alors que le décor, lui, ne bouge pas, ou à l'inverse, des personnages qui ne bougent pas et un décor mouvant, et bien ça, ce sont des expérimentations qui ont été faites par Kurtzman dans Mad. Et je suis plutôt content d'avoir pu vous en parler, parce que c'est un personnage, c'est un bonhomme, Harvey Kurtzman, qu'on connaît peu, voire pas du tout en Europe. Moi-même, je le connaissais pas énormément avant, alors qu'il est hyper important dans la culture d'après-guerre américaine. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous en parler, puis surtout, sans Mad, il n'y aurait pas eu Watchmen. Bon, je pouvais pas vous parler de Watchmen sans vous parler du film, bien sûr, fait par Zack Snyder. Film dont Moore a lu le script d'ailleurs, mais après avoir lu le script, il a déclaré qu'il ne regarderait jamais le long métrage. Parce qu'il l'a pas aimé? Eh ben pas du tout. Il a même déclaré qu'il avait plutôt apprécié le script, mais en fait, ça vient plutôt de son postulat. Pour Moore, Watchmen, il l'a pensé en tant que BD et uniquement en tant que BD, en tant qu'objet BD. On l'a expliqué, on a parlé de toutes les choses qu'ils avaient mis en place en termes de mise en page, etc. Forcément, tout ça perd de son sens au cinéma. Et pour lui, eh bien, il n'y a pas de sens à vouloir adapter cette BD qui est déjà complète en tant que BD en film, puisque ça n'apporterait rien. Et c'est là où on se dit, c'est dommage que le cinéma français ne pense pas plus souvent comme Alan Moore. Parce que la BD franco-belge, elle s'en porterait peut-être un peu mieux. Ouais. Un point de vue qui n'a pas empêché Zack Snyder de se donner à fond sur le long métrage. Connaissant un peu le bonhomme, en tout cas de réputation, ça m'étonnerait pas que ça l'ait même motivé. Zack Snyder qui a cherché aussi à garder quand même l'esprit de la BD et à l'ancrer au maximum dans la réalité. Pour ça, eh bien, il a utilisé très peu de fond vert pour tourner Watchmen. La majorité du film est tournée dans des décors réels. Et dans ces décors, on va pouvoir d'ailleurs voir la plus grande différence entre le film de Zack Snyder et la bande dessinée, le roman graphique d'Alan Moore. Dans le film de Zack Snyder, eh bien ces décors réels ont permis à la violence de Snyder de véritablement exploser. Et ce qui est très différent du roman graphique, c'est que dans la bande dessinée, eh bien, ces combats sont très rapides. Ils perdent vraiment pas de temps, très efficaces dans la narration, et c'était ce que voulait Alan Moore, alors que forcément Zack Snyder, pour des enjeux dramatiques, et puis aussi parce que c'est clairement beaucoup plus son style, on connaît son amour pour les ralentis, eh bien, a voulu rallonger ses combats, et c'est vraiment ça l'une des plus grosses différences entre les deux œuvres en termes d'ambiance. Voilà, c'était quelques infos autour de Watchmen. Alors j'espère que vous avez appris quelques petits trucs et que ça vous aura peut-être persuadé, si vous ne l'avez jamais lu, qu'il faut aller jeter un coup d'œil sur cette bande dessinée, en plus qui vaut le coup parce que ça fait pas une BD très chère et vous avez vu un peu la taille du machin, vous allez y passer quelques soirées, c'est absolument génial. Pour moi, c'est une BD qui mérite forcément de rentrer au panthéon de la bande dessinée mondiale et je vous conseille vraiment d'aller la découvrir. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord sur cette place de Watchmen dans les BD légendaires. Dites-moi aussi si vous avez des idées ou des envies d'autres titres dont je pourrais vous parler, dans lesquels je pourrais aller gratter quelques infos. D'ailleurs, il y a de grandes chances que je fasse une deuxième partie sur Watchmen, parce qu'en fait j'ai encore plein d'infos que j'ai pas pu traiter, sinon on se retrouverait avec une vidéo de 4 heures, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir cette deuxième partie et d'apprendre le reste, parce qu'il y a encore plein d'autres choses dont on n'a pas parlé dans cette BD qui est vraiment ultra riche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez tout maté, donc ça fait plaisir. Si vous voulez aussi, n'hésitez pas à passer sur mon compte Twitter, je vous mets tous les liens dans la description pour pourquoi pas me suivre. Alors je fais aussi de
la BD, je suis plus, alors j'allais pas dire de la BD d'actu, mais en fait de la BD en rapport avec ce qui peut se passer dans les trucs que j'aime bien. J'ai notamment fait des trucs sur des streamers Twitch. D'ailleurs, je suis aussi sur Twitch, il y aura le lien de ma chaîne Twitch en dessous dans la description, n'hésitez pas à venir. Il ne s'agit absolument pas de bande dessinée sur la chaîne Twitch, mais ça n'empêche pas que j'essaie d'être intéressant aussi. Alors on joue à des jeux, on fait aussi pas mal de modélisme, de peinture sur figurine. Moi j'en ai à côté, mais je vous montrerai ça en live, donc n'hésitez pas à venir. Je live en général le lundi après-midi, le mardi après-midi et le jeudi soir. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fera plaisir et puis ça permettra de se sentir soutenu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé tout ça, puis je vous dis à bientôt.